Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de tourisme géomythologique. Je vous propose aujourd'hui un petit voyage dans lequel nous suivrons le cours du temps pour raconter l'histoire géologique de cette région à la recherche de ses curiosités géologiques et des légendes qui s'y rapportent. Nous voici partis pour un petit voyage entre les massifs du Luberon, le bassin d'Apt et le plateau de Vaucluse, avec un petit tour sur les pentes du Mont Ventoux et dans le massif des Alpilles. Mais avant cela, je commence par les caves voûtées du musée de géologie de la maison du parc naturel régional du Luberon à Apt. L'histoire de la région a débuté il y a quelques temps déjà. Quelques formations triasiques, datant de 250 à 200 millions d'années, s'expriment dans certains massifs au nord de Carpentras, notamment sous la forme de couches de gypse. L'histoire géologique de la région, telle que nous pouvons l'observer aujourd'hui, a réellement commencé il y a 150 millions d'années, au Jurassique supérieur. Un océan, la Thétis, recouvre alors la région. À cette époque, l'océan Atlantique commence à s'ouvrir. En Luberon, l'océan est peu profond et s'y dépose des calcaires, mais également des sables et des argiles provenant de l'érosion des reliefs émergés tels que ceux du Massif central et du Morvan. Ces terrains, de la fin du Jurassique, peuvent être observés du côté de Beaume de Venise. C'est ici que je commence ma découverte de la région par une petite lecture géomorphologique du massif de Suzette et l'observation d'une curiosité géologique, les dentelles de Montmirail. Cette formation est une prolongation du Mont Ventoux. Elle comprend 3 barres calcaires. Ces crêtes massives se sont formées au Portlandien, et un peu plus tard, les ensembles se sont fracturés et redressés, laissant parfois apparaître les gypses triasiques sous-jacents sous la forme de remontées diapyriques. Durant cet épisode marin jurassico-crétacé, qui va durer quelques dizaines de millions d'années, de grandes épaisseurs de sédiments marneux, marno-calcaires et calcaires vont s'accumuler sur le fond de la mer et constituer de grands ensembles dont l'ossature structure les paysages actuels, le Mont Ventoux, le Luberon et les monts de Vaucluse. Le niveau de la Thétis continue de baisser en lien avec l'ouverture de l'océan Atlantique. Au niveau du village de Fontaine de Vaucluse, la falaise est constituée d'un calcaire bioclastique périrécifal du Bédolien. Ce calcaire, très dur, riche en débris, livre de nombreux fossiles. Ce massif a par la suite été affecté par un système de failles, puis a vu le développement d'un important réseau karstique, le plus long d'Europe, qui constitue un impluvium de plus de 1100 km². La source de la Sorgue est le point d'exurgence d'un bassin drainant l'ensemble du plateau de Vaucluse et une partie des massifs du Ventoux et de la montagne de Lure. Ces variations de débit ont laissé libre cours à l'imagination des conteurs. La légende de la nymphe de la fontaine est une version beaucoup plus poétique que la simple fluctuation saisonnière de la source. Nous sommes à présent à l'Aptien, il y a 112 millions d'années. Les phénomènes de subsidence entraînent l'approfondissement de la mer et le passage d'une sédimentation de calcaire argileux du Bédolien à l'Aptien inférieur à des dépôts de marne du Gargasien à l'Aptien supérieur. C'est au niveau du village de la Tuilière que les marnes d'Apt et de Gargas peuvent s'observer. Ce niveau est particulièrement important dans l'histoire de la géologie. En effet, au XIXe siècle, Alcide d'Orbigny, l'un des pères de la paléontologie, identifie et crée un nouvel étage stratigraphique, l'Aptien, dont Apt est devenu le stratotype et qui est une référence reconnue mondialement. Ce niveau présente des marnes noires argileuses à sableuses. Très fossilifères, les marnes comprennent des bivalves, des rostres de bélemnites, des ammonites, pour la plupart pyritisés. L'histoire géologique de la région suit son cours. Il y a 100 millions d'années, l'ouverture de l'Atlantique se poursuit et s'accompagne de la remontée de l'Afrique vers le nord. La région se soulève progressivement. L'isthme d'Urancien émerge et avec lui de vastes domaines continentaux. Dans ce contexte, se met en place une sédimentation détritique formant un ensemble de sables riches en glauconie. C'est à Rustrel, dans un lieu appelé le Colorado provençal, que l'on peut les découvrir, mais pas tout à fait sous leur forme de dépôt. En effet, le bombement d'Urancien se poursuivant, la mer se retire. À cette période, la région se situe encore très proche des tropiques. Les terres émergées sont alors soumises à l'action de fortes pluies sous un climat tropical. Sous l'effet des précipitations, les sables des niveaux supérieurs sont tout d'abord lessivés, décarbonatés et déglauconitisés. Ils sont également kaolinisés, ce qui leur donne une couleur blanche. Les niveaux sous-jacents sont progressivement rubéifiés et la glauconie, un minéral riche en fer et aluminium, s'altère et s'oxyde, formant ainsi des sables ocreux aux innombrables nuances orangées à rouge. Le paysage offre ainsi une incroyable palette de couleurs qui a toujours aiguisé la curiosité et inspiré les conteurs, comme en témoigne la légende de Dame Sirmonde.
À certains endroits, les significations d'altération postérieures à la mise en place des sables au creux forment des sortes de rubans plus résistants. Le Colorado provençal est une ancienne carrière d'ocre. Son exploitation a permis de modeler le relief du site qui continue d'évoluer sous l'action de l'érosion toujours active. Des falaises de grès témoignent des anciens fronts de taille. À leur sommet, les remontées d'eau dans les sables au creux sont à l'origine de la formation d'une cuirasse ferrugineuse très résistante qui forme des corniches qui protègent les grès de la dissolution du ciment calcaire liant les sables et qui retardent ainsi leur dislocation. À certains endroits, des fragments de cette cuirasse ont été isolés. L'érosion différentielle a alors permis la formation d'une colonne de roche protégée par un chapeau sommital, les cheminées de fées. D'autres cheminées de fées ont déjà servi de prétexte à la création de contes et d'histoires, mais celle de Rustrel n'a pas encore bénéficié de ce traitement de faveur. Mais les ocres peuvent également être observés dans un autre lieu non moins impressionnant. Les carrières de Bruhoux à Gargas. Dans cette carrière, l'extraction des ocres a commencé en 1884 et a duré plus d'un siècle. Ce sont 40 km de galeries souterraines, s'élevant jusqu'à 15 mètres de hauteur, qui ont été creusées à main d'homme à la pioche et à l'explosif. À la lumière des lampes à carbure, le travail des mineurs était très pénible. Le sable étant particulièrement dur et abrasif, 5 changements de pioche étaient nécessaires dans la même journée. La zone d'extraction était définie par le pourcentage d'ocre présent dans les sables. 20% d'ocre garantissait un rendement optimisé. À Bruhoux, la hauteur d'extraction a été conditionnée en ciel de galerie par ce pourcentage de 20%. La nécessité de définir ce pourcentage a vu l'apparition d'un métier insolite. Un goûteur d'ocre était chargé de détecter ce taux de matériaux ferrugineux dans les sables. Quelques 600 mètres de galeries sont ouvertes au public depuis 2009 et permettent de découvrir la richesse géologique et le passé industriel de ce site unique. Mais laissons les ocres et continuons notre voyage géologique. Nous sommes maintenant à l'Éocène, autour de 50 à 40 millions d'années. L'ouverture de l'Atlantique se poursuit. L'Afrique et la plaque ibérique remontent vers le nord dans un processus d'orogénèse. L'ensemble des terrains déposés depuis le Jurassique est alors soumis aux contraintes tectoniques. En profondeur, nous retrouvons le niveau de gypse du Trias évoqué plus haut. Ce niveau, ductile, sert de couche de glissement qui permet le décollement des terrains supérieurs. Les couches du Jurassique et du Crétacé se plissent et se fracturent, formant ainsi la chaîne des Pyrénées. Sur la bordure nord, au niveau du Luberon actuel, s'élèvent de faibles reliefs orientés est-ouest qui forment des structures appelées chaînons provençaux et languedociens. La région voit également des phénomènes de remaniement des terrains, qui peuvent présenter des formes très particulières. Au sud de Malocène se trouve le portail Saint-Jean. Ici, les calcaires bioclastiques de l'Urgonien ont d'abord été affectés par des phénomènes de karstification et des cavités se sont formées. Les perturbations tectoniques survenues à l'Éocène ont remanié les sables blancs à silex de l'Urgonien qui se sont retrouvés piégés dans les dépressions karstiques. Cette formation rocheuse prend l'apparence d'un portail qui a su inspirer les conteurs et a vu la naissance de la légende de la chèvre d'or. Au nord, du côté du Mont Ventoux, les effets de l'orogénèse pyrénéenne et de la fermeture du bassin vauconsien sont visibles dans le couloir de faille de la vallée du Toulorinque. Ici, les formations sont constituées de conglomérats et holistolites issus du démantèlement d'escarpements de failles ayant joué en régime décrochant compressif dans les calcaires barémo-bédouliens. Le cours d'eau du Toulorinque a ici entaillé les ensembles rocheux sur parfois 100 mètres de hauteur et à certains endroits, des gorges étroites ne dépassent pas 1,50 m de largeur. À cette époque, le Luberon est une savane accueillant une faune très riche qui a parfois laissé des traces dans les dépôts continentaux lacustres accumulés dans les dépressions entre les chaînons provençaux. Du côté de Vien, dans les calcaires de Lafayette, se trouve une dalle à empreintes de pas de mammifères. Sur une surface de 400 m², ce sont près de 200 traces qui nous offrent un aperçu de la faune présente à cette époque. Certaines empreintes sont organisées en pistes et permettent de marcher dans la trace de ces animaux. Les empreintes à 3 doigts témoignent de la présence de Ronzotherium, une sorte de rhinocéros, tandis que les empreintes à 2 doigts sont la preuve, pour les plus grandes, du passage d'Antélodonte, une sorte de phacochère, et pour les plus petites, de la présence de chevrottins. À l'Oligocène, il y a 30 millions d'années, des phénomènes de distension affectent toute l'Europe et étirent la croûte continentale qui se fracture et s'effondre. La chaîne pyrénéenne se disloque et la Méditerranée s'ouvre. La couche de gypse du Trias accompagne à nouveau le jeu des terrains et permet le glissement des couches sédimentaires qui s'effondrent le long de failles. À Lioux, la falaise de la Madeleine témoigne des déformations liées à ces phénomènes de distension. Les roches de la falaise sont des calcaires bioclastiques du Bédouguin fortement fossilifères.
La falaise, de 7 km de long et de 80 mètres de hauteur, se révèle être un magnifique escarpement de faille normale, qui limite au sud le fossé d'effondrement de Liu. Le compartiment inférieur s'est affaissé par rapport au compartiment supérieur le long d'un plan de faille orienté nord-est-sud-ouest selon le système de déformation appelé Hemi-Graben. Des lacs se forment dans les dépressions laissées par ces affaissements, ce qui permet le dépôt de sédiments marneux et sableux. Un lieu exceptionnel de conservation des fossiles de cette époque est présent non loin, sur la colline de Péréal. L'importance de ce site est reconnue de façon régionale en raison d'une couche de lignite qui abrite des fossiles de Paléotherium, une sorte de tapir, un ancêtre lointain du cheval. Au début du 19e siècle, Georges Cuvier réussissait à reconstituer le squelette de cet animal à partir d'ossements isolés, et notamment d'un fémur, trouvé dans les gypses de Montmartre. La découverte de squelettes entiers dans la colline de Péréal a permis de confirmer ces études et a contribué à la renommée du paléontologue. À l'Oligocène, des dépôts de sable se mettent en place en plusieurs endroits. À Rocalino, des grès molassiques, dits sables de Valréas ou grès roux du Comtat, sont les vestiges d'anciennes dunes sous-marines. Ici, l'érosion éolienne et pluviale, toujours à l'œuvre aujourd'hui, a sculpté la roche et formé un paysage surprenant qui a été investi et transformé par les hommes depuis la préhistoire. Cette sculpture de pierre et ses formes particulières sculptées par le vent trouvent un tout autre écho dans la légende du Mistral enfermé dans sa grotte de pierre. Il y a 20 millions d'années, au Miocène, la Méditerranée est pratiquement formée et a vu la dérive du massif Corso-Sarde, mais des bras de mer persistent dans la vallée du Rhône. Le Luberon est encore une fois une région marine. Après avoir affecté les terrains par le sud durant l'orogénèse pyrénéenne, la remontée de l'Afrique se poursuit encore, mais côté ouest, avec l'orogénèse alpine. Sous l'effet des mouvements tectoniques, les terrains glissent à nouveau sur les niveaux de gypse du Trias. Les épais bancs calcaires se plissent et se fracturent, formant ainsi le relief de la montagne de Lure et du Luberon. L'orogénèse alpine a également affecté la région des Alpilles du côté de Baud-de-Provence. Le massif des Alpilles est un ensemble complexe dont l'ossature est constituée de calcaire et de marnes du Crétacé qui ont été mobilisés lors de la phase d'orogénèse pyrénéenne à l'Éocène, formant ainsi le synclinal des Baux-de-Provence, mais également mobilisés lors de la phase de distension à l'Oligocène. Au Miocène, des calcaires se déposent en discordance sur ces terrains plissés. Ce calcaire est formé exclusivement de débris organiques. Très blanc, il est pur à 99% et se présente sous la forme d'un grand ensemble massif. La phase d'orogénèse alpine a permis le jeu d'une faille inverse et le chevauchement de calcaires plus anciens de l'Otérivien sur les calcaires rhoniaciens du synclinal des Baux-de-Provence. Ce chevauchement a provoqué le soulèvement des calcaires du Miocène et a formé la barre rocheuse sur laquelle est installé le village des Baux-de-Provence. Ces calcaires très purs ont longtemps été exploités comme pierres d'ornement. L'exploitation s'est faite à la fois en extérieur, comme en témoignent les fronts de taille le long de la route, mais également en souterrain dans la carrière de Bringas. Un temps délaissées, aujourd'hui elles ont été réhabilitées et accueillent l'incroyable installation des carrières de lumière. Dans les différentes salles de la carrière, 100 vidéoprojecteurs projettent les œuvres d'artistes sur les quelques 600 mètres carrés de parois de la carrière. Gauguin, Van Gogh, Monet, Renoir, Chagall, Klimt et plus récemment la culture pop ont ainsi été mis à l'honneur sur la pierre dans des créations d'expositions numériques immersives. L'orogénèse alpine se poursuit, avec tout de même quelques perturbations comme celle de l'épisode messinien ou la succession des épisodes de glaciation, et aujourd'hui, le Quaternaire continue toujours de transformer le paysage. C'est ici que s'achève notre formidable voyage à la découverte de la géologie de la Provence et de ses curiosités. Je vous invite à aller écouter les mythes géologiques provençaux sur ma chaîne, et peut-être aurez-vous bientôt l'occasion d'aller découvrir les paysages magnifiques de cette région. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain voyage géomythologique.